Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique sur la modélisation d'un condensateur par deux plaques chargées, mais avec des signes opposés. C'est-à-dire qu'on va avoir deux plaques, donc deux surfaces S, l'une en face de l'autre, espacées d'une distance d, l'une avec une densité surfacique de charge sigma, et l'autre avec une densité surfacique de charge moins sigma. C'est-à-dire que l'une va être chargée positivement et l'autre négativement, en supposant que le sigma est positif. Si je le fais maintenant en deux dimensions, j'ai ici mes deux plaques de surface S, donc celle avec sigma, l'autre avec moins sigma, qui sont espacées d'une distance d. On applique sur la plaque de surface sigma un potentiel V1 et sur celle de moins sigma un potentiel V2, ce qui crée une différence de potentiel U, ça on en parlera par la suite. Et la question, c'était de déterminer la capacité C du condensateur en fonction des différentes données de l'énoncé, notamment le sigma, le D et le S. Donc là, nous, on va se baser surtout sur la représentation en deux dimensions. Là, je l'ai faite en trois dimensions juste pour comprendre le principe en 3D, que ici, c'est des surfaces. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce schéma-là et non pas ce schéma-là. Alors, avant d'attaquer l'exercice en lui-même, on peut faire un petit rappel déjà sur le champ électrique créé par une plaque, comme ici, de surface S et de densité surfacique de charge sigma. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo, mais là je vais le redémontrer parce que ça va être très important pour la suite. Ça peut faire partie d'une question préliminaire à l'exercice, ça peut être très bien à voir. Première question, déterminer le champ créé par une plaque infinie de densité surfacique de charge sigma. Alors pourquoi je dis infini? Parce qu'en réalité, ce qu'on va considérer ici, c'est que l'on a une plaque infinie. Alors attention, bien sûr, ça ce ne sera le cas uniquement que si on est proche de l'axe, c'est ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Si on a un plan comme ça, et qu'on considère qu'il est infini, c'est parce qu'on prend un point qui est très proche du plan, et si on a un point qui est très proche du plan, eh bien on a l'impression que le plan est infini, puisque les dimensions sont très grandes par rapport à la distance ici entre le point et le plan. Bon. Donc nous, pour avoir quelque chose justement, pour être dans ce cas-là, eh bien il faut qu'on considère que la distance d ici est très petite devant les dimensions des plaques. C'est-à-dire qu'il faut considérer que les plaques sont très proches, et si les plaques sont très proches, à ce moment-là, du coup on peut considérer les plaques comme étant infinies. Maintenant, cette condition étant vérifiée, il y a comme une petite subtilité, c'est si jamais on est au bord des plaques, parce que si jamais on est au bord de la plaque, donc que ce soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là, à ce moment-là, on aura comme ce qu'on appelle des effets de bord, dont on ne va pas parler dans cette vidéo parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais il faudrait éventuellement les prendre en compte. Ça peut faire partie d'une question subsidiaire, la question par la suite, une fois qu'on a déterminé C, qu'on ne va pas traiter ici, mais on peut très bien imaginer ce genre de question. Donc là, on va supposer que l'on a un plan infini, donc on va dire qu'il est par exemple selon Z, et on va prendre ici un axe X, un axe Y qui va vers le fond, donc là je suis en 3D, et donc nous on va supposer que c'est le plan YZ, donc le plan comme ça, qui est infini. Bon. Donc si on le fait en deux dimensions une fois de plus, hop, le Y on l'enlève, et là on suppose que le plan est infini comme ça, c'est-à-dire la même configuration finalement que ça. Et on va considérer qu'il y a une densité surfacique, encore une fois, sigma. Maintenant, quel est à ce moment-là, au niveau du champ électrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut considérer les symétries et les invariances pour déterminer selon quel vecteur il sera et selon de quelle variable ça va dépendre. Déjà, comme le plan YZ est infini, et bien par invariance en translation en Y et en Z, le champ ne dépendra que de X. Donc le E ne dépendra déjà que de X. Maintenant, il faut voir quels sont les plans de symétrie et d'antisymétrie éventuellement. Nous, ce qu'on sait, c'est que le plan XY est un plan de symétrie puisque le plan YZ est infini. Donc le plan XY est un plan de symétrie. Donc ça veut dire que le champ E sera dans ce plan. On sait que le champ XZ, donc celui-là, est aussi un plan de symétrie. Encore une fois, par symétrie, du coup, cette fois-ci par rapport à Y. Le plan XZ est un plan de symétrie. Donc on sait que le champ E, il est dans l'intersection de ces deux plans, et l'intersection de plan XY et l'intersection du plan XZ, c'est l'axe X. Donc on sait que le E de X sera, selon le vecteur,
UX. Donc déjà, on sait ça. Donc c'est-à-dire que le champ E, il sera uniquement comme ça, ou éventuellement dans l'autre sens, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, il sera uniquement dans cette direction-là. Maintenant, comment va-t-on faire pour déterminer le champ? Eh bien, nous allons utiliser le théorème de Gauss. Et pour ça, il faut d'abord trouver une surface de Gauss. La surface de Gauss que l'on va prendre, c'est par exemple un tube, donc situé ici à un abscisse X, et qui va aller jusque derrière à l'abscisse moins X, c'est-à-dire qu'il sera de longueur 2x, et on va supposer que la surface ici c'est S, la surface du cercle, enfin du disque correspondant au tube. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du champ E? On peut dire que le champ E, c'est E de x ux, donc on sait qu'à ce niveau-là, j'ai mon champ E qui va être comme ça. Alors peut-être qu'il sera vers la gauche, mais c'est pas grave, en tout cas, il est comme ça. Et maintenant, ce que je sais, c'est que le champ YZ, eh bien, le plan YZ, pardon, est un plan de symétrie pour la distribution de charges, et donc je sais qu'à ce moment-là, mon E ici sera dans l'autre sens, puisque nécessairement, si j'ai un plan de symétrie, les vecteurs E sont symétriques. Par contre, tout autour de la surface ici, eh bien, je n'ai pas de champ E, ou en tout cas, il sera perpendiculaire au vecteur normal, donc ça ne sert à rien de le mettre. Donc là, j'ai ce qu'on appelle E1, et ici, j'ai ce qu'on appelle E2. Maintenant, que vaut E1 et E2? E1, on peut dire que c'est E2x selon le vecteur UX, et que vaut E2? Et bien, par symétrie, on peut dire que E2 est égal à moins E1, c'est-à-dire moins E2x selon UX. Encore une fois, parce que comme je suis à la distance, la même distance x et moins x, par symétrie, ce vecteur-là, c'est moins celui-là. En tout cas en termes de normes, et forcément, comme ils ont la même direction et juste des sens contraires, et bien c'est juste, c'est la même, mais avec un moins. Maintenant, si on applique le théorème de Gauss sur cette surface de Gauss, on a l'intégrale double de E scalaire ds qui est égale à Q int sur epsilon 0, ça c'est le théorème de Gauss. Alors maintenant, le Q1 sur epsilon 0, on va le calculer tout de suite. Qu'est-ce que c'est la charge intérieure? La charge finalement, elle est située uniquement au niveau du plan YZ, donc là c'est en 3D, faut imaginer comme ça, du plan YZ au niveau de la surface S, et donc en ce moment-là, on sait que c'est sigma fois S, puisque c'est la densité surfacique de charge fois la surface, donc ici S, que c'est un tube, donc la surface ici c'est la même que là. Donc c'est sigma S sur epsilon 0, ça ne change pas. Donc, j'ai sigma S sur epsilon 0. Maintenant, que vaut E scalaire ds? Le surface, j'ai trois surfaces. J'ai la surface du coup autour comme ça, mais qui, elle, vaudra le 0 avec le produit scalaire, puisque on a dit que le n en tout point, il va être comme ça ou comme ça, mais comme le E est perpendiculaire, le E scalaire ds vaudra 0. Donc finalement, je n'ai que deux produits scalaires, qui est le E ici, scalaire ds, et le E ici, scalaire ds. Sachant que ici, j'ai le vecteur n qui est comme ça, alors qu'ici, j'ai le vecteur n qui est comme ça, toujours vers l'extérieur de la surface. Maintenant, je vois que ici, j'ai E1 scalaire n, puisque ds il est selon n, j'ai E1 scalaire n qui sont, enfin E1 et n pardon, sont dans le même sens, donc E1 scalaire n, ça fera juste E1 fois s. Donc là, ça fera E1 fois s. Et donc avec le E1 qui vaut E2x ux, donc finalement ici, j'aurai E2x fois S, bon. Plus ici la même chose, avec E2 qui vaut moins E2x ux, mais avec le scalaire n qui vaudra, qui lui pareil est égal, enfin ils sont dans le même sens et collinéaires, donc ce sera juste plus E2x aussi fois S. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le moins? Parce que le n est égal à moins ux, donc si je fais E2 scalaire n, ça va me faire moins E2x ux scalaire moins nux, et donc les moins et moins vont s'annuler, ça fera aussi plus E de x fois s. Et donc tout ça, ça fait sigma s sur epsilon 0. J'en déduis en regroupant que j'ai 2 E de x fois s qui est égal à sigma s sur epsilon 0. Je vois que les s se simplifient, donc je peux les enlever tout de suite. Et moi, comme c'est E de x qui m'intéresse, eh bien, je divise par 2. Donc ça me fait sigma sur 2 epsilon 0. Donc voilà ce que je trouve, finalement, comme
expression pour e de x. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si je récapitule? Ça veut dire que quand j'ai un plan ici qui est de charge sigma, donc on peut le prolonger ici, hein, sinon c'est infini, et bien en un point x, j'ai le champ qui est du coup dirigé comme ça, parce qu'on a vu que c'était e de x selon ux, et donc qui vaut sigma sur 2 epsilon 0 selon ux. Mais bien sûr, si je le fais de l'autre côté, et bien là, ça fera moins sigma sur 2 epsilon 0 ux, puisque le ux il est vers la droite, et donc avec le moins, ça fait vers la gauche. Donc voilà l'expression que je trouve. Alors attention, je dis vers la droite, vers la gauche, mais bien évidemment, le sigma peut être négatif. Si sigma est négatif, à ce moment-là, ce vecteur ne sera pas dirigé comme ça, mais sera dirigé vers l'intérieur. Et ici, même principe, avec le moins, ce sera dirigé vers ce que j'ai dit l'intérieur, c'est-à-dire vers la plaque. Donc, est-ce que c'est logique? Ben oui, parce qu'on sait que quand on a une charge Q positif, le champ E créé, il est vers l'extérieur, alors que quand Q est négatif, le champ est tourné vers la charge. C'est-à-dire, hop, comme ça, il est tourné vers la charge. Donc ici c'est le cas, hein. Si le sigma est positif, j'ai le champ qui est vers l'extérieur de la plaque. Si le sigma est négatif, j'ai le champ qui est tourné vers l'intérieur de la plaque. Alors à quoi ça va me servir de faire ça? Eh bien ça va me servir pour faire le champ total créé par les deux plaques. Parce que ici j'ai deux plaques, une chargée sigma et l'autre chargée sigma prime. Et donc, d'après le principe de superposition, pour avoir le E total, il me suffit de regarder le champ créé par la plaque de gauche, puis le champ créé par la plaque de droite, et d'additionner les deux champs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le principe ici, et puis je mettrai la conclusion là, parce qu'on va voir que sinon ça va faire un schéma qui ne sera pas forcément très visible. Donc imaginons ici j'ai sigma, j'ai moins sigma. Je vais commencer par la plaque ici, sigma. Si je regarde, j'ai trois zones, la zone à gauche, la zone au milieu, la zone à droite. Si je regarde la zone ici, on a toujours le x qui est horizontal vers la droite, et donc d'après ce qu'on vient de voir, c'est que j'ai le champ ici, qui est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 selon ux. Par contre, à droite, ça vaut sigma sur 2 epsilon 0 selon ux. Et si je suis encore à droite, bah ici je suis toujours à droite de sigma, donc j'aurai pareil, hein, ici, sigma sur 2 epsilon 0 selon ux. Et petite particularité dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais ici qui se voit très bien, c'est que, en réalité, je peux prendre n'importe quel point, le champ sera toujours le même, c'est-à-dire soit moins sigma sur 2 epsilon 0 ux, soit sigma sur 2 epsilon 0 ux, c'est-à-dire que le champ en réalité ne dépend pas de x, ce qui est un peu bizarre, pour on dit, bah, si je suis très loin, le sigma, la plaque ne va avoir beaucoup moins d'importance en termes de champ que si je suis proche de la plaque. Alors oui, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en réalité, on considère que le plan est infini, c'est-à-dire qu'on reste proche de la plaque. Et quand on reste proche de la plaque, à ce moment-là, la distance a peu d'influence. Par contre, si je suis loin de la plaque, à ce moment-là, oui. Mais là, comme je suis proche de la plaque, eh ben, le champ ne dépend pas de x. Donc ça, c'est le champ créé par la plaque de gauche. Maintenant, le champ créé par la plaque moins sigma, alors ça va être plus ou moins pareil, sauf que là et là, je suis à gauche de la plaque, et ici, je suis à droite de la plaque. Et attention, la petite subtilité, c'est que faut que je remplace sigma par moins sigma, parce que ici, on voit que le sigma prime, entre guillemets, est égal à moins sigma. Alors si justement, je refais la même chose, ici, j'aurai sigma prime sur 2 epsilon 0 ux, puisque je suis à droite de la plaque, mais le sigma prime, ça correspond à moins sigma. Donc sigma prime, je peux le remplacer par moins sigma. Sauf que là, je vois que j'ai moins ux, donc cette fois-ci, mon champ sera dirigé vers la gauche. Maintenant, si je suis là, donc là, je suis à gauche de la plaque. Donc là, par contre, j'aurai, comme on a vu, moins sigma prime sur 2 epsilon 0 selon ux. Sauf que sigma prime, c'est moins sigma. Donc moins sigma prime, c'est sigma. Donc finalement, ici, j'ai sigma sur 2 epsilon 0 ux. Et là, par contre, je suis selon ux. Donc, j'ai le champ qui est vers la droite. Encore une fois, attention, bien sûr, je considère que sigma est positif, parce que si sigma est négatif, hein, bien sûr, tout est inversé. Et là, c'est le même principe, je suis à gauche de la plaque, donc je ne vais pas refaire le raisonnement, c'est le même que j'ai ici. Et donc ici, j'ai sigma sur 2 epsilon 0 selon ux. Donc là, j'ai représenté le champ créé dans chaque zone par la plaque de gauche, et en dessous, le champ créé dans chaque zone par la plaque de droite. Donc pour avoir le champ total, d'après le principe de superposition, il suffit d'additionner les deux champs.
Donc, qu'est-ce que ça va me donner ici? Ben là, j'ai sigma ux sur 2 epsilon 0 moins sigma ux sur 2 epsilon 0. Donc, on voit que ça s'annule parce que c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'ici, le champ total, E, sera égal à 0. À gauche, même principe. Moins sigma sur 2 epsilon 0x, sigma sur 2 epsilon 0x, ça s'annule. Donc, j'ai le champ E qui est égal à vecteur nul. Par contre, ici, je vois que ça va s'additionner puisque j'ai sigma sur 2 epsilon 0x plus la même chose. Donc, ça me fait 2 fois ça. Mais si je fais 2 fois ça, les deux se simplifient, et donc ça fait finalement sigma sur epsilon 0 selon ux. C'est-à-dire que finalement, mon champ est nul à l'extérieur du condensateur, donc là et là. Par contre, au milieu, j'ai un champ qui vaut sigma sur epsilon 0 selon ux. Et comme il est selon ux, j'en déduis que j'ai un champ E que je peux représenter comme ça. Après, le vecteur, je le mets de toute façon de la longueur que je veux, parce que c'est juste après à une échelle près. En revanche, le champ E, en dehors du condensateur, il est nul, parce que le champ créé par chacune des deux plaques se compense. Donc ça, c'est ce que j'ai pour le champ E. Alors maintenant, comment, à partir du champ E, je vais en déduire la valeur C du condensateur? Et bien pour ça, il faut se rappeler quelle est la formule du condensateur. Dans quelle formule est-ce que le C apparaît? Et bien la formule que l'on connaît, celle qu'on connaît depuis le lycée, c'est que Q, la charge du condensateur, est égale à C fois U, avec U qui est UC, qui est en fait la charge, la tension aux bornes du condensateur. Et là ça tombe bien parce qu'on nous dit qu'on a une charge U aux bornes du condensateur due au fait qu'on applique un potentiel V1 et V2 au niveau de chacune des deux plaques. Donc, du coup, on va se baser sur ce potentiel. Or, le potentiel, on sait qu'on peut le relier au champ E par l'expression E est égal à moins le gradient du potentiel. Le gradient qui est un vecteur. Sachant qu'ici, le champ, il est uniquement selon x. Donc, je peux écrire que E selon x est égal à moins dv sur dx selon ux, que le gradient, normalement, il est selon x, y, z, mais comme ici, à gauche, c'est uniquement selon ux, pas forcément à droite, ce sera uniquement selon ux. Par invariance, le v ne dépend ni de y ni de z, parce que on considère que les pans sont infinis, donc ça dépend que de x, donc c'est un dé droit et pas un dé rond, et donc j'ai cette expression. Donc j'ai finalement E qui est égal à moins dv sur dx. Moi, ce que je vais faire, c'est écrire plutôt que dv est égal à moins e fois dx, c'est-à-dire que je passe le dx à gauche et le moins, donc ça fait moins e fois dx, et là j'ai un dv. Avec le e, bien sûr, je peux le remplacer, je sais que le e, on a dit que c'était sigma sur epsilon 0. Il n'y a pas le vecteur ux, que le ux, je l'avais mis ici. Donc j'ai moins sigma sur epsilon 0 fois dx. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme j'ai des d? Je vais intégrer. Je vais intégrer ici de V1 à V2. Et si j'intègre de V1 à V2, si je prends par exemple mon repère ici XY qui commence là, au niveau de la plaque ici, eh bien mon X varie de combien? Il varie de 0 à D, puisque ici les plaques sont espacées de D. Si je dis que ça c'est 0, ici c'est D. C'est-à-dire que là, si j'intègre de V1 à V2, ça revient à intégrer de 0 à D. Alors l'intégrale de dv de V1 à V2, c'est V2 moins V1, ça c'est facile. Et si j'intègre ici, le moins sigma sur epsilon 0, lui je peux le mettre devant, c'est une constante. Donc finalement il me reste l'intégrale de 0 à d de dx. L'intégrale de 0 à d de dx, je sais que ça fait petit d. Ça c'est facile, parce que c'est la primitive d'une constante. Maintenant il faut faire le lien avec le u, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que j'ai un u, parce que j'ai q égale c fois u. Et que vaut ce U? Ce U, je sais que c'est égal à la différence de potentiel, c'est-à-dire V1 moins V2, puisque, attention, c'est pas V2 moins V1, c'est toujours la pointe de la flèche moins la base de la flèche, c'est-à-dire V1 moins V2. Ce qui est logique, puisque là, ici, j'ai la plaque plus, et ici, la plaque négative. Sauf que moi, j'ai pas V1 moins V2, j'ai V2 moins V1, c'est pas grave, j'ai juste à multiplier par moins 1. C'est-à-dire que j'ai U qui est égal à moins ça, et moins ça, ça fait sauter le moins qui est ici, et donc ça fait sigma d sur epsilon 0. Donc là, j'y suis presque, puisque j'ai la relation entre le U et le sigma. Il faut juste que je fasse apparaître maintenant le Q, et je sais que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que Q est égal à la densité surfacique fois la surface, c'est-à-dire que sigma est égal
à Q sur S, finalement, hein, si j'isole le sigma. Et donc ici, si je remplace, ça va me faire Q fois D sur S epsilon 0, parce que j'ai remplacé sigma par Q sur S. Et donc pour avoir la formule Q égale C fois U, il faut que j'isole le Q, et donc que je le fasse passer de l'autre côté. Donc ça fait U fois S epsilon 0 sur D, qui est égal à Q. Donc là, je retrouve bien la formule Q égale C fois U, et donc par identification, j'en déduis que le C correspond à S epsilon 0 sur D. Donc voilà la formule que j'ai pour la capacité de mon condensateur, c'est S epsilon 0 sur D. Donc voilà, on voit que ça se fait quand même en plusieurs étapes. D'abord déterminer le champ électrique. Et pourquoi on détermine le champ électrique? Parce que le champ électrique, on peut le relier au potentiel. Le potentiel qu'on peut relier à la différence de potentiel U. Et on sait que la différence de potentiel U, on peut la relier à la capacité C par cette formule-là. Et donc c'est comme ça, finalement, par étape, on arrive à cette formule-là. On pourrait vérifier que c'est bien homogène, je vous invite à le faire pour être sûr, mais voilà, finalement on obtient bien l'expression de la capacité en fonction de la surface, de epsilon 0 et de la distance d. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.